Le 29 septembre 1833, le palais royal de Madrid est plongé dans un silence de mort. Dans les appartements royaux, un homme de 48 ans gît mourant dans son lit, son corps, ravagé par une maladie vénérienne contractée au cours d'une de ses innombrables aventures sexuelles, rend son dernier soupir. Ferdinand VII, roi d'Espagne, meurt de la façon la plus humiliante qui soit pour un monarque, rongé par la syphilis, conséquence d'une vie passée à s'adonner aux plaisirs les plus dépravés. Ses gémissements résonnent dans les couloirs du palais, tandis que les médecins tentent désespérément de soigner les ulcères qui couvrent sa peau. L'ironie est cruelle. L'homme qui se proclamait défenseur de la morale catholique et de la tradition espagnole est rongé de l'intérieur par les conséquences de ses propres excès. Mais comment Ferdinand était-il devenu le monarque le plus pervers et le plus méprisé de l'histoire d'Espagne? Pour comprendre son déclin moral, il faut revenir au début de sa vie et découvrir les secrets qui ont entaché à jamais la couronne espagnole. Ferdinand naquit le 14 octobre 1784 dans une Espagne qui était encore l'une des grandes puissances européennes. Fils de Charles IV et de Marie-Louise de Parme, il grandit dans un palais corrompu où intrigues sexuelles et trahisons étaient plus fréquentes que les audiences royales. Sa mère, la reine Marie-Louise, était célèbre pour ses nombreux amants, dont Manuel Godoy, qui gouverna l'Espagne grâce à son influence sur la famille royale. Dès son plus jeune âge, Ferdinand afficha une personnalité inquiétante. À 10 ans, il torturait déjà des chats pour s'amuser et forçait ses serviteurs à accomplir des actes humiliants pour son divertissement. Ses tuteurs, alarmés, tentèrent de le corriger, mais furent systématiquement renvoyés ou mutés lorsqu'ils osèrent s'opposer aux caprices du prince. Son éducation fut un désastre, il rejeta les études, méprisa l'art et la littérature, et fit preuve d'une ignorance alarmante des affaires d'État. Sa seule passion était d'espionner l'intimité des courtisans à travers des trous pratiqués dans les murs des chambres du palais. En 1802, à l'âge de 18 ans, Ferdinand épousa sa cousine Marie-Antoinette de Naples dans l'espoir de le civiliser. Le résultat fut tout autre. Des témoignages intimes révèlent qu'il soumettait sa jeune épouse à des pratiques sexuelles humiliantes et dégradantes. Marie-Antoinette, princesse cultivée et religieuse, fut traumatisée et vécut pratiquement recluse, évitant son mari. La situation s'aggrava lorsque Ferdinand découvrit qu'il pouvait contraindre les dames de la cour, il les faisait chanter, menaçant de ruiner leur famille si elles refusaient de satisfaire ses désirs les plus pervers. Il développa une obsession pour les femmes mariées, considérant leur séduction comme une forme de pouvoir sur leur mari. De nombreux nobles acceptaient en silence le déshonneur de leurs épouses pour ne pas perdre leur position à la cour. En 1806, la mort prématurée de Maria Antonia, âgée de seulement 21 ans, attisa les soupçons. Officiellement, elle mourut de tuberculose, mais des rumeurs évoquèrent un empoisonnement ou une mort de désespoir face aux violences de son mari. Ferdinand afficha une totale indifférence, déclarant froidement qu'il était désormais libre de s'adonner à des plaisirs plus intéressants. L'invasion napoléonienne de 1808 aurait dû unifier la nation, mais Ferdinand vit dans cette crise une opportunité pour ses propres intérêts. Lors de la mutinerie d'Aranjuez, qui força Charles IV à abdiquer, il révéla sa lâcheté. Au lieu de mener la résistance contre les Français, il négocia secrètement avec Napoléon, lui offrant l'Espagne en échange de garanties pour lui-même. À Bayonne, Napoléon, habitué à traiter avec des rois pusillanimes, décrit Ferdinand comme « l'homme le plus vil que j'ai jamais connu sur un trône ». Durant son exil forcé au château de Valençay, Ferdinand vécut des années de luxe aux dépens de la France. Au lieu de planifier la libération de l'Espagne, il s'adonna aux plaisirs charnels, organisa des orgies avec des exilés et contracta sa première maladie vénérienne auprès d'une prostituée locale. Des lettres interceptées par des espions français révèlent ses demandes constantes de divertissement féminin et son indifférence totale aux souffrances du peuple espagnol. Son retour en Espagne en 1814 aurait dû marquer une renaissance, mais il ne servit qu'à restaurer la tyrannie et la dépravation. L'une de ses premières mesures fut de rétablir l'Inquisition, non par conviction religieuse, mais parce que les tribunaux inquisitoriaux lui conféraient un pouvoir absolu pour persécuter ses ennemis et faire chanter les familles. Il utilisa des accusations d'hérésie pour contraindre les femmes à accéder à ses désirs, leur promettant le pardon. En 1816, il épousa Isabelle de Bragance, une princesse portugaise de 19 ans vendue par sa famille pour une alliance politique.
Déjà âgé de 32 ans et poussé par la luxure, il fit subir à sa seconde épouse des sévices encore pires que ceux infligés à la première. Sous Ferdinand VII, la cour d'Espagne devint un foyer de corruption, il instaura un système de faveurs où les charges publiques étaient attribuées à ceux qui offraient leurs épouses ou leurs filles au plaisir royal. Les ministres étaient choisis non pour leur talent, mais pour la beauté de leurs parentes. Le roi entretenait un harem informel dans le palais, avec des dames d'honneur dédiées exclusivement à satisfaire sa luxure. Ces pratiques sexuelles comprenaient des rituels humiliants et sadiques, il forçait ses victimes à accomplir des actes dégradants sous les yeux d'autres courtisans, transformant l'intimité en un spectacle public pour son divertissement malsain. L'horreur atteignit son paroxysme avec la mort d'Isabelle en 1818, elle aussi jeune et soupçonnée d'abus. Les médecins constatèrent des signes de traumatisme physique grave et de profonde dépression, son confesseur déclara qu'elle était arrivée en état de choc. Des années plus tard, Maria Clementina avoua qu'elle aurait préféré mourir pour échapper au supplice indescriptible infligé par son mari. Fernando, imperturbable face à la mort de sa femme, se remaria pour la 3e fois quelques mois plus tard. Marie-Joseph Amélie de Saxe, sa nouvelle victime, n'avait que 20 ans lorsqu'elle fut livrée au roi dépravé. Leur mariage dura à peine 2 ans avant qu'elle ne meure à son tour dans des circonstances mystérieuses, laissant présager que Ferdinand aurait assassiné ses épouses par violence physique et psychologique. Dans les années 1820, Ferdinand atteignit le sommet de sa dépravation. Il entretenait simultanément des dizaines de maîtresses, dont des religieuses qu'il forçait à rompre leurs vœux par le chantage et les menaces. Il développa une obsession pour les vierges, offrant de généreuses récompenses à quiconque lui amenait des filles inexpérimentées. Des familles désespérées vendaient leurs filles au roi, préférant le déshonneur à la souffrance absolue. Tandis que Ferdinand s'adonnait au vice, l'empire espagnol s'effondrait. L'une après l'autre, les colonies américaines proclamèrent leur indépendance, l'économie s'effondra, la société espagnole sombra dans le chaos. Le roi, cependant, resta totalement indifférent aux problèmes nationaux, ne se souciant que de satisfaire ses appétits de plus en plus extrêmes. Son 4e et dernier mariage, en 1829, avec Marie-Christine de Bourbon-des de Sicile, fut un ultime acte désespéré pour lui donner un héritier. Marie-Christine, âgée de 23 ans, était la seule épouse survivante de Ferdinand, mais cela était dû en grande partie à sa grave maladie, la syphilis, contractée lors de ses liaisons avec des prostituées, avait commencé à affecter son cerveau et à altérer sa capacité à nuire. Les dernières années de Ferdinand furent une longue agonie. La maladie vénérienne consumait son corps, provoquant d'odieux ulcères, des douleurs constantes et une détérioration mentale progressive. Ses médecins, malgré tous leurs efforts, ne purent dissimuler la nature honteuse de son état. La cour murmurait à voix basse le spectacle déplorable de la déchéance physique et mentale du roi. Fin septembre 1833, Ferdinand III gisait mourant dans ses appartements, abandonné de presque tous. Ses anciennes victimes étaient mortes ou avaient pris la fuite, ses courtisans l'évitaient à cause de l'odeur nauséabonde de ses blessures, même ses médecins ne venaient que par obligation professionnelle. L'homme qui avait autrefois terrorisé des femmes sans défense était désormais lui-même impuissant, rongé par ses propres choix dépravés. La mort survint enfin le 29 septembre, mettant fin à l'un des règnes les plus honteux de l'histoire européenne. Ferdinand III mourut seul, malade et méprisé par tous ceux qui le connaissaient. Il n'y eut pas de larmes sincères à ses funérailles, seulement le soulagement d'une nation enfin libérée de son bourreau. Sa fille unique et légitime, la future Isabelle II, hérita d'un royaume ruiné et d'une couronne à jamais souillée par la dépravation de son père. L'héritage de Ferdinand III est l'un des plus sombres de la monarchie espagnole. En 20 ans de règne effectif, il transforma l'Espagne, autrefois grande puissance, en un pays arriéré et méprisé. Son obsession pour les plaisirs charnels coûta à la nation sa dignité, ses colonies et sa place dans le monde. De plus, il a créé un terrible précédent montrant comment le pouvoir absolu peut complètement corrompre un être humain. Aujourd'hui, plus de 2 siècles plus tard, Ferdinand III est considéré non pas comme un roi, mais comme un prédateur qui utilisait la couronne pour assouvir les pulsions les plus basses de la nature humaine. Son histoire nous rappelle cruellement que même le sang royal ne peut protéger des conséquences d'une vie vouée au vice et à la cruauté.